On va commencer par Étienne. Alors Étienne, je vais absolument pas vous parler et introduire ce qu'il fait, il vous le dira lui-même. Je vais vous dire simplement qui il est, parce que à travers la personne d'Étienne, vous allez déjà imaginer la manière dont il travaille. Donc il est architecte, Étienne, il est chercheur et artiste. Il a collaboré avec diverses institutions et créateurs dans le cadre de projets au croisement de l'urbanisme, de l'art et du développement durable. Il a également cofondé un collectif qui s'appelle Yapluka, qui regroupe de jeunes architectes, des urbanistes et des designers autour de projets qui questionnent et investissent parallèlement dans les champs de l'urbanisme, de l'architecture, du design et de l'action culturelle. Il est également intervenant à l'université Paris-Sorbonne autour de thématiques des pratiques alternatives et transdisciplinaires qui touchent à la construction de l'espace public et de la ville. Et puis, il est l'auteur de différents ouvrages tels que, et là vous allez comprendre, le manuel illustré du bricolage urbain, le système DIY Do It Yourself, et co-auteur d'un ouvrage qui s'appelle Les maisons en kit. Donc Étienne, tu vas essayer de nous expliquer comment un architecte peut-il, dans son travail au quotidien de création d'espace, prendre en compte, entre autres problématiques, celle de l'épuisement des ressources naturelles. On t'écoute. Merci pour ce long CV. Normalement, il y a une présentation qui devrait pouvoir défiler. Je ne sais pas si j'ai une télécommande ou quoi. Juste pour revenir sur Yapluka. Donc aujourd'hui, Yapluka, c'est un atelier qui opère dans le champ de l'urbanisme et de l'architecture. Donc on a été lauréat du palmarès des jeunes urbanistes en 2016 autour d'une approche qu'on appelle l'urbanisme intermédiaire. Bon, je ne vais pas développer ici, comme on va plus se porter sur le champ de l'architecture. Vous voulez que je vienne là pour défiler? Okay. Je fais défiler comment? Excusez-moi, je ferme ça. Comme ça, voilà, tout bon. Donc juste pour compléter ce qui a été dit avant, parce que ça me semble important, c'est quand on parle de développement durable aujourd'hui, donc pour rappel, le développement durable, il repose sur 3 piliers, le pilier écologique, le pilier économique et le pilier social. Je ne vais pas m'attarder sur l'histoire du développement durable, mais depuis maintenant quelques années, voire décennies, un certain nombre d'acteurs posent l'hypothèse d'un 4e pilier qui serait le pilier culturel. Donc, pourquoi le pilier culturel? Parce que l'enjeu, et c'est un peu ce qui a été dit précédemment, la question de la durabilité, elle touche autant à des questions de représentation, de pratique, d'usage, qu'à des questions technologiques. Et donc nous, c'est un peu avec cette arrière-idée, cette hypothèse aussi qu'on a été amené à développer nos méthodologies de projet, et dans le champ de l'architecture et dans le champ de l'urbanisme. Parce qu'en effet, ça impose des nouveaux outils, des nouvelles formes de production d'objets et autres, et des nouvelles stratégies. Nous, on parle de pratiques situées, donc comment on s'appuie sur des écosystèmes présents, des ressources locales, etc. Et aussi des formes aujourd'hui nécessairement expérimentales, car dépassant les questions de normes actuelles. Donc sur la question du low-tech, c'est vrai que nous, ça nous paraît être une réponse à différentes questions qui ont déjà été évoquées avant, donc je vais pas m'attarder là-dessus. On l'a dit aussi, c'est une question qui a son histoire. Donc beaucoup d'architectes dans les années 60-70 ont réfléchi à ces questions-là. On a parlé de Buxmünter-Fuller, qui, pour information, en fait, le mouvement Do It Yourself, je ne vais pas en faire l'histoire parce que je risquerais d'être long, mais est né avec une publication qui s'appelle le Wall Earth Catalogue, qui a été produit par qui? Par Buxmünter-Fuller et Stewart Brand, qui est un des fondateurs du web. Donc voilà, sur ce rapport à la technique, la manière de produire, etc., c'est un élément de filiation qui est intéressant. Juste pour encore un élément de contexte, nous on est basé à Bagnolet. Depuis 3 ans, on travaille avec la ville pour développer d'autres formes d'urbanisme et de projets qui ont abouti à, entre autres, l'ouverture de ce lieu qui est un Fab Lab atelier ouvert aux habitants tous les jours où ils peuvent venir réparer, trouver des conseils de design et aussi tout un ensemble d'acteurs associatifs, publics qui peuvent venir être accompagnés dans de la co-conception, de la co-fabrication, d'autres manières de produire.
Et donc ce lieu-là, depuis ce lieu-là, il y a un ensemble de projets qui ont essaimé dans Bagnolet. Je vais pas m'attarder. Mais voilà, le low-tech, il me semble que c'est avant tout une posture de travail, une démarche, que nous, on essaye d'engager dans nos manières de faire. Et donc c'est une question technique, mais en fait, c'est aussi énormément une manière de penser la conception et la manière de produire. Et en fait, c'est un état d'esprit qu'on essaye d'insuffler dans nos projets et dans nos manières de fabriquer. Et donc cette question de comment on engage aussi des usagers dans la production passe nécessairement par le low-tech. Parce que le low-tech, il y a un rapport de compréhension à l'objet qui est là, il y a un rapport de savoir-faire qui est beaucoup plus accessible, et donc on transmet par le processus de fabrication une connaissance de l'objet, et donc comment on le gère, ensuite, comment on peut le réparer, voilà, et une prise de conscience aussi sur les impacts du processus de fabrication et de la ville et de l'architecture. Je fais défiler un peu des photos pour que vous visualisiez un peu ce qu'on fait, mais voilà. Quoi ? Place des Fêtes. C'était une étude d'expérimentation pour la ville de Paris. Et donc comment aussi ce processus de fabrication, le fait de montrer comment on fait, comment on fabrique, va engager, attirer les citoyens et créer des dynamiques locales. Et donc voilà, aussi, de fait, nous, au sein de ce Fab Lab, on a formé des jeunes du quartier et aujourd'hui, on accompagne des ateliers de co-construction, de cofabrication, soit pour des bailleurs sociaux, pour des collectivités ou maintenant pour des promoteurs. Et en tant qu'architecte, on pense aussi les objets, les outils de cette co-conception. Donc on a amené à développer des projets d'architecture mobile. Ce projet-là, c'est un objet autoconstruit par des acteurs associatifs qu'on a accompagnés dans le design, et tous les matériaux sont des matériaux locaux. Il y avait un conteneur qui est abandonné à côté de la station Gallieni. Le bois est principalement issu de filières de réemploi, de recyclage, etc. Donc je le disais, les chantiers participatifs, une forme qui aboutit à des formes qui vont expérimenter le réemploi via des acteurs intermédiaires, associatifs, etc., où on va tester d'autres manières d'introduire le réemploi, mais aussi les éléments industriels comme les racks à palettes, etc. Ça, c'est encore comment on l'a dit, on pense des objets mobiles démontables qui vont avoir capacité à accompagner les transformations du territoire. Donc là, en l'occurrence, c'était un équipement culturel mobile. Les aménagements urbains, comment on pose des aménagements aussi avec une mobilité qui vont accompagner la transformation et aussi créer une identité, une continuité dans le processus de transformation de la ville. C'est encore un prototype de palissade épaisse qui intègre du programme et qui peut se développer dans différentes friches dans le cadre d'une ZAC à Ivry-sur-Seine. Et pour finir, ça, c'est un projet qui a été récemment gagné par Giboire, le promoteur. On était associé à cette équipe, sur la ZAC Pelmeris vers la porte des Lilas. Et là, on a intervenu en tant que maîtrise d'œuvre secondaire où, dans la conception du bâtiment, on a intégré des espaces communs et donc des parties communes, on l'a évoqué. Et donc, comment après, dans un processus, avec la livraison, on va accompagner une dynamique habitante pour définir du programme, définir de la gestion et co-construire les aménagements de ces différents espaces communs avec les habitants. Et donc derrière ça, c'est l'idée de comment on engage d'autres formes de gestion, de cohabitation, des effets de communauté qu'on a aussi mis en œuvre sur le jardin avec accompagner de l'agriculture urbaine, les techniques de plantation, etc. Et voilà, et ça, c'est d'autres projets aussi de redéfinition des modèles de gestion. Là, c'est une épicerie qui a impliqué l'épicier, mais avec la ville, et qui met à disposition les cuisines professionnelles qui l'utilisent aux associations du quartier le week-end pour leurs activités. Donc, c'est quoi le modèle juridique aussi qu'on met en place avec la collectivité ? Et ça, c'est un dernier projet. Je laisserai des 2 publications là, qu'on a faites autour de ce projet, qui est un jardin urbain sur une toiture. On a expérimenté du réemploi. C'est pour Paris Habitat, le bailleur social, donc via un diagnostic dans leur chantier. Et ça s'est fait sous forme de chantier école et en impliquant les associations qui vont l'exploiter. Voilà. Je vais essayer de faire vite. J'espère que ça aura été. C'est parfait. Merci Étienne. Vous avez vu que les architectes se bousculent. Je voulais rebondir sur l'agriculture urbaine parce que c'est un projet qu'on développe à la française. On a inauguré il n'y a pas longtemps la plus grosse opération d'agriculture urbaine à Puteaux. Et on en parlait juste avant la conférence. On disait que c'est un créateur de liens sociaux
Et je crois que la low-tech, et tu l'as bien dit, elle est à la fois culturelle, elle est à la fois technologique, elle est à la fois sociale.